Vous êtes toujours là, j'espère, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste Araka, qui va consacrer sa partie artistique à Camille Claudel et Jeanne Bardet, deux sculpteurs femmes prodigieuses, en tout cas la première pour moi. Voilà, le seul lien qui les relie, c'est qu'elles ont toutes les deux été des camarades de combat du père Rodin, voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur ces jeunes femmes. Ouais, alors on va commencer, comme on aime bien, par un peu de lecture. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Camille Claudel. Il y en a beaucoup qui ont été faits et rédigés par Reine-Marie Paris, qui est donc la petite nièce de Camille Claudel, qui a permis de remettre un peu Camille au goût du jour à partir des années 80. Moi, j'ai pas trouvé des livres de Reine-Marie Paris. Par contre, quand on avait visité l'expo Camille Claudel, qui était à la piscine de Roubaix, j'avais acheté un petit bouquin qui s'appelle Camille Claudel, Naissance d'une vocation. C'est rédigé par Jeanne Fayard. Alors, Jeanne Fayard est aussi une spécialiste de Camille Claudel, de Rodin et de Tennessee Williams. Et donc, elle a raconté un peu l'enfance de Camille Claudel sur les 3-4 lieux d'habitation avant qu'elle s'installe à Paris. Donc là, j'ai choisi trois petits paragraphes. Donc là, Camille est à Bar-le-Duc, en fait, et elle va traîner dans les cuisines. Elle aime bien être à côté de la cuisinière et elle malaxe des petites boules de pâte. Victoire. Voilà, c'est à côté de Victoire. Ouais, donc ça, elle aime bien ça. Et sa maman n'apprécie pas du tout, quoi. Donc elle l'oblige à rendre la boule de pâte. Voilà, Camille est obligée de rendre la boule de pâte. Mais dès que Madame Claudel a le dos tourné, Victoire lui en donne un petit bout à manger. Camille s'éloigne en ronchonnant. La cuisine est le seul lieu où elle se sente bien. Soudain, elle a envie de transformer la matière à sa guise, et comme le potier, de la rendre vivante en fabriquant des personnages. Elle se souvient avoir entendu l'artisan dire à une dame qui lui achetait une poterie qu'il cuisait ses objets dans un four à très haute température. Camille aimerait savoir où, et peut-être pourrait-elle faire de même pour les personnages qui naissent sous ses doigts. Elle se promet de le lui demander, en cachette de sa mère qui n'approuverait sûrement pas son initiative. Avant de s'endormir ce soir-là, Camille pense au four où sa grand-mère cuisait le pain à la ferme de Bellefontaine. Pourquoi ne pas y cuire les personnages qu'elle modèle ? Avec l'aide de Paul, elle a ramené de la forêt de l'argile dans un seau, qu'elle a caché sous la pentille du jardin, avec le regard complice de Victoire, puis l'a transportée jusqu'à son atelier dans le grenier. Camille sent tout son être habité par un étrange frisson lorsqu'elle malaxe et pétrit longuement la glaise humide et souple, et qu'elle voit surgir devant elle des personnages en mouvement. Parfois, elle sent d'instinct qu'il faut les figer dans une forme ou dans une expression encore inconnue d'elle. Quelque chose d'impérieux s'impose soudainement à elle. Camille sait qu'il ne faut pas arrêter cette impulsion qui la submerge. Avant de s'endormir, une sensation aiguë l'empêche de s'abandonner au sommeil. Il lui semble qu'une brûlure vive a fissuré son être, comme si cet attrait soudain pour la matière vivante était venu la marquer au fer rouge et lui intimer de se donner corps et âme à cette passion secrète. Voilà, alors après, la famille va déménager à Nogent-sur-Seine, la ville justement qui va voir un musée s'ouvrir. Oui, il y aura beaucoup de déménagements parce que le papa est fonctionnaire et donc il est nommé à des postes dans des villes différentes. Ouais, donc à Nogent-sur-Seine, en fait, on va raconter après en fait que c'est une ville de sculpteurs. Et là, c'est le sculpteur Alfred Boucher qui est dans cette ville, qui va regarder le travail de Camille et qui va l'inviter à venir voir son atelier. En entrant pour la première fois dans l'atelier d'un sculpteur, Camille aime spontanément l'odeur particulière et l'atmosphère de ce lieu largement éclairé par une immense verrière. Elle est étonnée de voir un bric-à-brac de moulages et de bustes en attente sur des socles en bois, des objets qui traînent au sol, des vasques, une fontaine et des seaux d'argile partout. Elle remarque que de nombreux linges de toile humide recouvrent les sculptures. Tout en avançant dans l'atelier, Alfred Boucher jette un œil en biais sur Camille qui s'est attardée auprès d'une sculpture, tournant autour, puis s'approchant et touchant l'œuvre. Il devine qu'elle a déjà les réflexes d'une personne de métier. Il sent que M. Claudel a besoin d'être rassuré. Voilà, et le dernier petit paragraphe que je vais lire, c'est la famille a déménagé sur Paris. Et là, Camille Claudel va recevoir la visite donc d'Alfred Boucher et de Paul Dubois.
donc 2 sculpteurs de Nogent-sur-Seine. Paul Dubois est le directeur des Beaux-Arts de Paris. Un jour de la semaine suivante, Camille voit arriver 2 hommes en chapeau haute forme dans la cour pavée de l'atelier, au numéro 117 de la rue Notre-Dame-des-Champs. La taille moyenne et le visage souriant de M. Alfred Boucher contrastent avec la silhouette mince et l'air austère de Paul Dubois. Très vite, les 2 hommes semblent oublier la présence de Camille et se mettent à tourner autour des œuvres posées sur des sellettes, les scrutant longuement, s'éloignant tour à tour, puis se rapprochant dans un ballet presque bien réglé. Soudain, leurs regards sont attirés par le modelage en terre glaise rouge d'un homme penché et accroupi posé sur une sellette dans le fond de l'atelier. Paul Dubois le contemple attentivement et, se tournant vers Camille, lui demande « Mademoiselle Claudel, vous avez pris des leçons avec Monsieur Rodin ?» Camille lève alors ses grands yeux clairs vers lui, n'étant pas sûre d'avoir bien entendu le nom. « Veuillez m'excuser, mais je n'ai jamais entendu parler de Monsieur... » Auguste Rodin, lui répète Paul Dubois. Camille fait non d'un signe de tête. Alfred Boucher prend la parole. Je le connais bien, c'est lui qui pourra me remplacer à l'atelier pendant mon absence en Italie. C'est un grand sculpteur, vous verrez, c'est un maître, j'en parlerai à votre père. Camille reste silencieuse. Rodin. Ce nom bourdonne tout à coup à ses oreilles et emplit l'espace autour d'elle. Il lui semble que son esprit se sépare de son corps. Elle jette un regard sur la vieille Hélène et sur Paul à 13 ans. Ces 2 sculptures lui apparaissent soudainement comme le début et la fin. De quoi? Elle ne saurait le dire, juste une impression. Elles appartiennent déjà au passé. Ses yeux s'écarquillent. Quelque chose dans son esprit vient de s'ouvrir. Le nom de Rodin résonne soudain, comme dans une chambre d'écho, ouvrant des portes qui lentement se referment. Elle jette un regard derrière elle. Elle sait qu'elle vient de quitter l'enfance. Ouais, c'est magnifique. Non, ce petit livre je l'ai lu en à peu près 1 heure, quoi. C'est pour vous dire que c'est pas prise de tête, hein, mais en tout cas, ça dit l'essentiel sur la naissance d'une vocation, la naissance d'un grand sculpteur. Voilà. En même temps, c'est très émouvant parce que il y a des lignes sur cet éveil, voilà, cette sensibilité exacerbée, cette volonté effroyable aussi. C'est elle qui a entraîné sa famille à Paris, etc. Cette petite bonne femme, cette adolescente tyrannique, hein, mais tout ça pour servir sa passion de la sculpture. Voilà, c'est là qu'on voit. On peut pas ignorer, si vous voulez, la naissance de cette vocation, parce qu'elle explique toute l'œuvre de Claudel, quoi. Et cette œuvre singulière dans ce monde machiste, voilà, où elle émerge toute seule. Vraiment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, c'est un petit bouquin qui coûte 10 €, voilà, aux éditions publiées par Actes Sud, c'est les éditions Rive-Neuve, Archimbaud éditeur.
Jeux interdits, interprétés par Narciso Yepes. Oui, qui illustre bien, si vous voulez, ces jeux interdits auxquels se livrait Camille Claudel, enfant et adolescente, interdit évidemment par sa maman, qui était une bourgeoise provinciale, voilà, typique. Les jeunes filles, vous savez, ne pouvaient pas entrer aux Beaux-Arts encore à cette époque-là de Paris, ils pouvaient aller que dans des académies privées. Et donc, et la maman de Camille Claudel, toute sa vie, a été pour elle une espèce de cauchemar, quoi, parce que d'ailleurs, quand Camille a été internée, sa maman s'est jamais déplacée pour aller la voir, etc. Elle a complètement renié sa fille. Et ça a commencé dès le départ de cette envie d'échapper, si vous voulez, au monde bourgeois et de vivre une vie voilà, en danger avec l'art, parce que c'était pour une jeune fille comme elle, une jeune bourgeoise, embrasser cette carrière, c'était vraiment, c'est quand même, ça équivalait à embrasser le grand banditisme, quoi. C'est quelque chose comme ça, hein, par son papa qui était beaucoup plus proche de sa vie, parce que c'était un libre penseur, alors que sa mère c'était une catholique pratiquante. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. Non, elle a vraiment, comme on dit, joué avec le feu toute sa vie, et ça l'a brûlé en fin de compte. Voilà. Comme pas mal d'artistes. Enfin, ça arrive à beaucoup d'artistes, pas à tous, heureusement pour eux, mais à beaucoup d'artistes qui ont des vies comme ça tragiques, comme par exemple cette peintre de Senlis, là, voilà, qui a suivi à peu près le même parcours, alors qu'elle était vraiment une prolo, de chez Prolo. C'était socialement complètement l'inverse ou le contraire de Camille Claudel. Voilà. Ouais, donc je raconte un petit peu sa vie, comme on fait régulièrement. Quoi. Donc Camille Claudel, elle est née en 1864 à Ferrand-Tardenois. Ferrand-Tardenois, c'est un petit village de l'Aisne qui est entre Château-Thierry et Dormans. Elle est l'aînée donc d'une famille de 3 enfants. Il y a sa sœur Louise qui a 2 ans de moins qu'elle et son frère Paul qui lui a 4 ans de moins qu'elle. Donc son père, qui s'appelle Louis Prosper, est conservateur des hypothèques. Donc c'est un poste effectivement qui l'oblige à déménager régulièrement. Et sa mère, elle est fille de médecin. Donc la famille va déménager suite aux différents postes occupés par le père, mais ils passent quand même toutes leurs vacances dans la maison familiale de Villeneuve-sur-Fer. Donc Villeneuve-sur-Fer, c'est pareil, c'est pas très loin de Ferrand-Tardenois. Et là, Camille, chaque été, elle peut retrouver son atelier qu'elle s'est confectionné dans le grenier, où déjà elle passe beaucoup de temps, déjà petite en fait, elle y passe beaucoup de temps, elle modèle l'argile, elle va la chercher donc dans les environs avec son frère Paul. Et le frère et la sœur, en fait, petits, sont vraiment complices. Ils jouent ensemble des journées entières. Alors Paul, lui, aime la littérature, il admire Victor Hugo, il écrit déjà quelques poèmes, et Camille sait qu'il deviendra écrivain. Donc elle a, comme tu disais, elle a du tempérament, elle s'oppose donc très jeune à sa mère, qui ne supporte pas sa passion, alors que son père la soutient et la soutiendra tout au long de sa vie. Et quand la famille déménage à Nogent-sur-Seine, donc le père de Camille propose au sculpteur Alfred Boucher, qui a un atelier dans la ville, donc de venir voir les travaux de sa fille. Et là, si Alfred Boucher va découvrir un David et Goliath de Camille, et convaincu qu'elle a du talent, il l'invite donc à visiter son atelier. Il lui dit aussi que c'est à Paris qu'il faudra poursuivre les cours. Et Camille donc va insister auprès de son père pour obtenir un déménagement de la famille, qui puisse avoir un poste à Paris. Donc en 1882, la famille déménage à Paris, quoi. Donc là, le père lui a pas encore obtenu sa mutation, mais il l'obtiendra plus tard. Donc il va les aider à emménager, et puis il vient en fait en fin de semaine, ce qui est quand même incroyable, quoi. Oui. Donc elle, la mère de Camille, ne se sent pas bien dans cette ville parisienne qu'elle trouve trop bruyante, mais Camille, elle, au contraire, est heureuse. Son père l'a inscrite à l'académie Colarossi. L'académie Julian, elle, était plus réputée, mais trop chère, et l'école des beaux-arts interdite aux filles. Elle va se lier d'amitié avec 2 Anglaises. Là, elle va prendre la perspective. Elle se perfectionne en dessin. Elle va travailler sur le nu et va faire sa première exposition. Donc, elle avait, comme tous les étudiants de l'académie, sollicité le président du salon qui a accepté sa candidature. Et là, elle expose 2 sculptures, donc une tête d'enfant et une tête de vieille femme.
son frère Paul et la servante donc âgée de la maison. Alfred Boucher vient avec son ami sculpteur Paul Dubois, directeur des Beaux-Arts, et devant les sculptures de Camille, donc c'est ce qu'on lisait dans le texte, elle demande si elle connaissait, si elle avait pris des cours avec Rodin. Et quand Alfred Boucher, je crois, est perçu un salon, en fait, il va partir en Italie. Dépité, il part en Italie, c'est ça, je crois. Non, il a été reçu deuxième, comment dirais-je, à l'Académie de Rome, enfin au prix de Rome. C'est pour ça qu'il part en Italie, parce qu'il a été second, il sera 2 fois second au prix de Rome. Ah ouais, donc c'est là qu'il va demander en fait à Rodin de le remplacer auprès de Camille. Et donc Rodin va proposer aux 2 jeunes filles de son atelier d'être praticiennes, et donc elles vont travailler sur les bourgeois de Calais, sur la porte de l'enfer. Je crois que sur la porte de l'enfer, Camille sculpte les mains, les pieds. Et c'est Rodin qui signe. Et pendant 10 ans, donc Camille et Rodin vont vivre une passion amoureuse et artistique d'inspiration croisée. Les créations de l'un et l'autre sont si proches des fois qu'on ne sait pas entre le maître et l'élève qui a fait quoi ou qui a copié qui. Et Camille Claudel va très rapidement se heurter à 2 difficultés majeures. Rodin ne peut se résoudre à quitter Rose Beuret, qui est sa maîtresse officielle, sa compagne officielle, qu'il a rencontrée quand elle était encore très jeune, dans ses débuts difficiles. Et donc elle décide, voyant que Rodin ne vivra jamais avec elle, en fait, elle va décider de s'éloigner de Rodin pour se consacrer plus personnellement à son travail. Et là, il y aura des œuvres, peut-être on reparlera, comme la valse, comme la petite châtelaine. Et l'âge mûr, qui est sa dernière une sculpture importante, va marquer la fin de cette histoire, quoi. Donc la rupture est officielle et définitive en 1898. Et là, Camille s'installe quai Bourbon, et malgré encore quelques amis qui la soutiennent et quelques admirateurs ou des critiques d'art comme Octave Mirbeau ou Mathias Morart ou Louis Vauxhall, ou alors Eugène Blot, qui est un fondeur qui va permettre la fonte de pas mal de ses sculptures. Elle est quand même, elle se sent isolée, puis ça a une paranoïa qui va se développer de plus en plus. Donc Eugène Blot, effectivement, sera bien plus pour Camille qu'un marchand d'art. Ça sera quand même un soutien sans faille. Je crois qu'il va éditer une 20aine de ses sculptures, et après lui consacrer une exposition, puis obtenir de l'État une commande officielle. Et Camille est de plus en plus malade. Elle se nourrit plus, elle sort en se cachant dans la rue. Enfin, ce qui fait que la famille décide de l'interner à Villévrard. Et ça, c'est 1 semaine après le décès de son père, quoi. C'est à la demande de sa mère et de son frère. Donc, comme tu disais, son frère va venir la voir. J'ai marqué une 10aine de fois, ça me semble même beaucoup. Non, je crois que c'est 1 ou 2 fois. Je crois que c'est 1 ou 2 fois. Hein. Ouais. Et sa mère ne viendra jamais la voir. Hein. Alors après, c'est le début de la guerre, parce que là, elle est internée, je crois, en 1913. Elle est transférée à Montevergue, dans le Vaucluse, au début de la guerre, parce qu'il y a une réquisition des hôpitaux. Ah oui, en fait, c'est peut-être son frère vient la voir une 10aine de fois quand elle est à Villévrard. C'est après qu'il se déplacera plus, quoi. Et là, effectivement, elle est comme enterrée vivante. Elle va passer 30 ans sans pouvoir sculpter. Le dossier médical et les lettres de Madame Claudel confirment le rôle crucial donc de la mère dans la durée de l'internement qui est subi par Camille, et le refus de cette dernière de la laisser sortir, malgré un avis favorable des médecins dès 1920. Donc les 2 femmes auront des échanges épistolaires pendant longtemps. Sa mère lui envoie des colis, parce que les conditions d'internement sont quand même très difficiles. Il fait froid, il fait faim. Et son frère lui écrit, mais comme il est toujours en voyage, il devient lui ambassadeur, diplomate. Oui, il est ambassadeur en Chine. En Chine. Donc sa mère va invoquer des maigres ressources. Enfin, elle va demander sa prise en charge par l'État. Mais Camille reste lucide, la lecture de sa correspondance le démontre. Elle a des lettres qui, elles, sont rédigées correctement, qui sont cohérentes. Et en 1917, elle écrit une lettre désespérée au docteur Michaud pour demander sa sortie, ou du moins un enfermement à Sainte-Anne qui serait plus proche de Paris. Son amie anglaise viendra la voir 2 fois, et puis les années passant, effectivement, son état se dégrade à nouveau. Et 2 mois avant sa mort, le directeur de l'asile prévient son frère Paul que ces malades meurent de faim. En fait, effectivement, Camille meurt de faim, de malnutrition en 1943, à l'image de tous ces internés qui n'ont pas été nourris dans les asiles. Là, il disait 800 sur 2000, je crois que c'est un nombre incroyable, quoi. Donc, pas un membre de sa famille n'assistera à son enterrement.
Elle est inhumée, puis mise à la fosse commune dans l'espace réservé à l'hôpital. Donc son frère organise une exposition en 1951, exposition qui va rester confidentielle. Le critique d'art Henri Asselin fait une conférence en 1956, qui n'a pas un grand retour non plus. Et c'est donc sa petite nièce, donc la petite fille de Paul Claudel, Reine-Marie Paris, qui va redonner vie à Camille Claudel, qui va consacrer 40 années de sa vie de recherche, qui va rechercher ses œuvres, qui va les collectionner et qui va donc écrire de nombreux ouvrages sur sa tante. Donc Reine-Marie Paris, elle est historienne de l'art, elle possède les droits moraux sur les œuvres de Camille Claudel. Et donc, ça sera grâce à sa donation que la collection du musée de Nogent va s'enrichir et que ce musée va pouvoir exister, quoi. Oui, voilà, vous avez là un déroulé de la vie de cet immense artiste, là, une vie, voilà, elle a eu 10 années, enfin, elle a eu son adolescence, son enfance assez normale, si on peut dire, enfin, dans une famille stable, etc., avec l'amour de son frère, de son père, et puis bon, et puis une fois à Paris, et on peut dire une fois dans les mains de Rodin, ça change quand même beaucoup, puisque c'est quand même une très jeune fille qui devient l'amante d'un homme d'âge mûr, même assez mûr, voilà, qui n'est pas d'une finesse, et, semble-t-il, un peu brutale quand même comme son travail, voilà. Mais elle est jeune, elle est passionnée, certainement qu'elle est éblouie d'une certaine manière par l'aura dans lequel baigne ce sculpteur quasiment national et même international. Voilà, on peut comprendre qu'une très jeune fille, sculpteur passionné, ait pu s'éprendre du talent, évidemment, de cet homme. Voilà. Mais, en même temps, si vous voulez, comme l'a indiqué, très bien indiqué Picquet-Coux, il y a une concurrence entre eux, même si elle n'est pas vraiment, comment dirais-je, voulue, en tout cas, elle existe, puisque, si vous voulez, cette jeune sculpteur un tel talent, un tel pouvoir, voilà, une telle force en elle que bien souvent ces sculptures peuvent soutenir la comparaison avec celle du maître, et c'est pas vraiment, je pense pas que Rodin en était vraiment comblé. C'est moi qui oublie de dire. Voilà, alors donc elle s'est sentie aussi en même temps un peu prisonnière. Puis il faut dire que Rodin l'a fait avorter, etc., etc. Il lui a promis des tas de choses qu'il n'a jamais tenues. Voilà, elle a été quand même cruellement déçue dans ses espérances assez légitimes de jeune fille amoureuse, voilà, et d'artiste aussi, parce que bon, tout ça s'était quand même entremêlé. Et je pense que, enfin, c'est difficile en même temps, mais bon, on peut s'autoriser parfois de dire des choses qui n'ont pas forcément un fondement complètement scientifique, hein, mais la science on s'en tape, voilà, que la dégradation de son état mental n'est pas innocent, enfin Rodin n'est pas innocent là-dedans, malgré lui, hein, il a pas, je pense pas que c'est quelqu'un il l'a toujours aidé tant qu'elle était à l'extérieur d'un établissement de santé. Il lui a acheté du matériel, il s'est arrangé pour qu'on lui fasse des commandes, enfin tout un, il a jamais, c'est pas, on peut pas dire que ce soit un salaud, il était salaud malgré lui, puisque bon. Ouais, puis lui, il est décédé en 1917, c'est tout au début de son enfermement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais enfin, quand même, s'il y a eu, quand même, déjà, je pense que c'est d'avoir été obligé de perdre un enfant de l'amour de sa vie, en quelque sorte, ça doit pas, pour une jeune fille, ça doit pas être terrible, quoi, je veux dire. Et puis voilà, la vie, parce que c'était pas une personne très facile, hein, Camille Claude. Il faut pas imaginer que c'était une jeune fille innocente et timide, hein, pas du tout.
elle avait quand même elle drivait sa famille et elle faisait ce qu'elle voulait de Rodin aussi. Il était complètement subjugué par elle, voilà. Et quand on voit, si vous voulez, au musée de Jean-sur-Seine, quand on voit le travail de Camille, on peut comprendre. Ça explique énormément de choses parce que c'est voilà, si vous ne ressentez pas une émotion violente en regardant son travail, vous sortez et puis vous allez boire un coup parce que bon, c'est pas possible de sortir indemne de cette visite dans ce magnifique musée de Jean-sur-Seine. D'ailleurs, en passant, on peut saluer, si vous voulez, cette initiative municipale. C'est assez rare. Moi, ça me fait penser un peu au musée de Robérol à Émoutier, qui est aussi une initiative municipale. Voilà, c'est quand même assez rare, il faut le dire. Ouais. Je sais pas, je peux raconter un petit peu l'histoire de ce musée là. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc l'ouverture du musée, en fait, effectivement, a enfin permis que Camille Claudel ait un lieu qui rende un peu hommage à tout ce qu'elle a été. C'est un lieu dans lequel elle a vécu 3 années, 1876-1879, mais c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux sculpteurs de cette ville. Il y a eu 4 générations donc de sculpteurs qui se sont succédés pendant le 19e siècle. Il y a déjà eu Marius Ramus, lui c'est début 19e, 1805-1888. Marius Ramus, lui, n'était pas nogentais, mais il s'est marié avec une nogentaise, donc il est venu habiter dans cette ville. Il y a eu Paul Dubois, lui est né en 1829, qui était natif donc de la ville. Et il y a eu Alfred Boucher, qui a vécu à partir de 1859. Alors Alfred Boucher, on peut rappeler aussi que c'est celui qui est à l'initiative de la Ruche à Montparnasse, qui avait racheté cet ancien établissement là d'une exposition internationale pour permettre donc à des artistes de pouvoir avoir un lieu et de pouvoir travailler. Il est aussi à l'initiative du premier musée municipal à Nogent-sur-Seine, qui permettait effectivement à tout citoyen d'avoir un regard artistique. Donc cet Alfred Boucher, c'est quand même un philanthrope, c'est un mécène. Ouais. Et lui, c'était le fils du jardinier de Ramus. Voilà. Oui, non, mais là, c'est quand même aussi assez un concours de circonstances, que vous dites, assez peu habituel. Ouais. Donc, en fait, ce projet de musée consacré à Camille Claudel remonte aux années 2003 à peu près. Il y avait une exposition à Nogent-sur-Seine qui a attiré en 3 mois 40 000 visiteurs. Ouais, quand même. Donc, c'est pas anodin, quoi. Donc, la municipalité va engager des premières acquisitions grâce à du mécénat. Et puis, elle va recevoir donc toute la donation de Reine-Marie Paris. Donc, la ville, au départ, pensait agrandir. Il y a un musée du bois boucher, justement, à Nogent-sur-Seine. Donc, la ville imaginait un agrandissement de ce musée. Et finalement, ils ont repris la maison familiale, l'ancienne maison des Claudel, ils ont tout cassé à l'intérieur. Oui, on ne connaît absolument rien, quoi. Ouais. Oui, ils ont rénové juste la façade, ils en ont fait un grand espace d'exposition. Et à côté, ils ont construit un bâtiment plus moderne. Oui. Donc, ce musée va permettre effectivement, dans des premières salles, d'avoir un peu un panorama de la sculpture sur ces 4 générations de sculpteurs qui ont vécu à Nogent-sur-Seine, et après d'accéder aux œuvres de Camille Claudel à la fin, quoi. Oui, et des salles avec une très très belle lumière, non ? Il y a, si vous voulez, les sculptures sont vraiment mises en valeur d'une manière assez extraordinaire. On peut dire que j'emploie beaucoup ce terme, mais ça le vaut. Non, on doit encore une fois dire merci à cette initiative locale, municipale. C'est de la part d'élus. Moi, ça me bluffe parce que bon, je professe l'idée que les élus municipaux ont rien dans la tête, comme la plupart des gens qui s'occupent un petit peu de choses publiques. Voilà, ils sont plus obsédés par leur carrière que par autre chose. Mais là, c'est un quasi miracle de voir cette réalisation, surtout, si vous voulez, pour en quelque sorte perpétuer la mémoire de cet enfant du pays et d'une œuvre. Et puis alors aussi, c'est quand même ce qui est absolument
c'est de voir qu'il y a quand même 4 générations de sculpteurs là-dedans. Ça fait penser à Barbizon pour les peintres, ça fait penser à Grèce pour les peintres, ça fait penser, vous voyez, à Moret-sur-Loing. Enfin, mais là, c'est les sculpteurs. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dans ce petit trou du cul du monde là de Jean-sur-Seine, il y a des choses comme ça qu'on n'explique pas, qui sont inexplicables. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi c'est arrivé jusqu'à produire ce lieu quasi magique d'exposition de l'œuvre de Camille Claudel, mais pas que d'elle, comme comment dirais-je, Piquet-Coul l'a fait remarquer. C'est ces 4 générations de sculpteurs là, Ramus, Boucher et puis Dubois, voilà, plus Claudel qui ont hanté ce petit village. Il y a des restes d'ailleurs charmants, si c'était pas ces 2 cheminées nucléaires. Ah oui, ça c'est l'abomination, c'est cette centrale nucléaire qui domine tout. Sauf que quand on est dans le village, on la voit pas, quoi. Et qu'il y a des maisons à colombage, il y a des petites rues, des petites traboules qui sont assez... Hein, c'est quand même... c'est un village, ne serait-ce que pour le village, à découvrir, quoi. Puis il y a la Seine, là, qui ressemble plus carrément un marigot qui a une rivière, parce qu'il n'y a pas de courant, etc. Je pense que la centrale doit y être pour quelque chose. Ouais, et puis apparemment, il y a des petites balades, nous on n'a pas eu le temps, mais je regardais là sur le site du musée, il y a des balades le long des berges de la Seine, il y a une petite île qui s'appelle l'île d'Olive, donc je crois que là, il y a un arboretum, ça a l'air d'être un lieu assez sympa, il parle d'une vision un peu du 19e siècle, donc il y a peut-être des petits espaces protégés comme ça. Tout à fait, non, c'est très très étonnant, quoi, parce que bien on est habitué, si vous voulez, vous l'avez, si vous nous écoutez depuis quelque temps, on vous a baladé un peu partout dans l'Île-de-France, dans les lieux où sont nés, où est née la peinture moderne, etc., etc. Mais là, on arrive à quelque chose d'assez exceptionnel, parce que bon, c'est la sculpture, et on sait très bien que la sculpture, ça n'a pas, si vous voulez, cette espèce de comment dirais-je, de consensus. Ça ne produit pas un consensus qu'on produit. Voilà, la peinture, la sculpture, c'est quelque chose, c'est réservé quand même plus aux institutions qu'aux particuliers. Et que voilà, c'est très difficile aujourd'hui encore, comme toujours, de vendre de la sculpture. S'il n'y avait pas l'État qui achetait, et en ce moment c'est pas le cas, à cette époque-là, oui, il y avait beaucoup de sculptures monumentales pour les places publiques, etc., etc. Voilà. Et donc, mais là, non seulement c'est 4 générations de sculpteurs, mais des grands sculpteurs, c'est pas des petits bricoleurs, hein. Parce qu'on parle de Rodin, oui, Rodin par-ci, Rodin. Ce qu'il a amené Rodin, c'est qu'il a réussi, qu'il a osé démantibuler, si vous voulez, le corps humain. Enfin là, ouais, il n'hésitait pas. On le voit d'ailleurs dans le film qu'on déteste maintenant tous les deux, parce que moi j'ai mis du temps avant de le détester, mais le dernier film sur Rodin, on voit qu'il a des collections de bras, des collections de jambes, des collections de pieds, des collections de mains, et qui trafique avec tout ça, il arrive à faire des sculptures, quoi, voilà. Bon, c'est ça sa révolution à Rodin, c'est qu'il a réussi, il n'a pas simplement fait travailler la terre ou le plâtre ou la pierre, voilà. Il a aussi complètement fait éclater tout ça pour arriver à des positions tendues, à des positions, vous voyez, quand vous voyez des sculptures de Rodin, c'est tordu, on sent la tension, quoi. C'est pas des choses calmes. Ouais, des corps en extension, des positions, oui, qui sont à la limite pas naturelles, quoi. Pas naturelles. Alors que Camille, elle fait ça aussi, mais ça semble moins dur. Voilà, c'est plus, ça coule plus, même si c'est en déséquilibre, même si tout ça, ça bouge, il y a du mouvement. Mais il y a quelque chose de lent. Peut-être que c'est sa sensibilité féminine, peut-être, je ne sais pas, ou sa sensibilité tout court, hein, mais son travail est moins dur que celui de Rodin, quoi. Voilà, il y a quelque chose chez elle qui est de l'ordre du miracle, on peut dire. Ouais. Mais en fait, l'intérêt de ce musée, c'est justement avec ces salles du bas, c'est de voir comment on est passé d'une sculpture qui était une sculpture de nu, une sculpture mythologique, de scènes religieuses avec des
des monuments assez gigantesques, au travail après de Rodin et de Camille Claudel. Ça, on le voit très bien. Et on a découvert, moi j'ai découvert une sculpture qui m'a vraiment bouleversée d'Alfred Boucher. Ah ouais. Je dois dire, ça c'est une jeune fille lisant. Alors c'est dédicacé à Camille Claudel. C'est quand il lui rendait visite que je pense il y a quelque chose qui s'est passé sur son visage. Et là, c'est une sculpture qui est en plâtre patiné. Et c'est vraiment pour moi une des plus belles sculptures de ce musée, quoi. Il y a cette jeune fille qui est là, qui est assise avec un visage d'une tendresse, d'une douceur incroyable. Et je me suis rendu compte que finalement le plâtre patiné était pratiquement ce que je préférais avec le bois, quoi. Oui, non, tout à fait. Le plâtre patiné, il y a quelque chose dedans. Il y a le plâtre patiné et le bois, évidemment, parce que le bronze, ça efface la sensibilité du travail de sculpture. On voit plus les mains, on voit plus rien. Tandis que, évidemment, la terre le bois et le plâtre, mais le plâtre, c'est un matériau magnifique pour la sculpture, quoi. C'est quelque chose qui peut se travailler. Voilà. Moi, j'ai sous les yeux la valse, là, qui a été reproduite, c'est vraiment Claudel. On voit, même elle a inventé des nouveaux drapés. C'est comme de l'eau, c'est comme quelque chose qui coule derrière, dans le dos de la valseuse, quoi. C'est quelque chose qui participe de la sculpture. C'est plus un drapé classique où on essaye d'imiter justement le drapé. Non, mais là c'est autre chose, quoi. Là, elle a touché, elle transforme un drapé en une espèce de flot qui coule, qui bouillonne. C'est quelque chose. Et toujours ce déséquilibre, mais qui est un peu rattrapé par la base de la sculpture, qui va avec ce drapé, etc. Ça donne à la base, ça rééquilibre, si vous voulez, le mouvement qui est complètement, par contre, en déséquilibre. Ouais, et justement, cette sculpture était aussi en plâtre patiné. Il y avait plusieurs versions. Ouais. Il y avait du bronze, mais le plâtre patiné, là, oui, on peut le patiner et puis le colorer et puis en faire ce qu'on veut, quoi. C'est quand même un matériau. C'est même, de mon point de vue, c'est plus difficile que la terre puisqu'il faut faire des armatures, etc., etc. La terre, dans les petites pièces, c'est pas nécessaire. Mais si vous voulez, le rendu final, une fois que le plâtre est sec et qu'on peut après le travailler, le polir, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est quelque chose d'assez magnifique, effectivement. Ouais. Et je ne sais pas si tu veux parler rapidement là de la partie un peu didactique sur le moulage du bronze. Là. Ah oui. Tout un petit film et on voyait les différentes étapes justement de comment on arrive à une sculpture en bronze. Là. Oui, tout à fait. Il y a une salle où on voit, et d'ailleurs dans le Connaissance des Arts que Piquet-Cou a acheté, c'est reproduit d'ailleurs cet endroit-là, voilà. Où on parle des techniques. Alors évidemment, si vous voulez, le coulage d'un bronze, c'est c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut que le bronze, c'est à cire, on appelle une fonte à cire perdue, c'est-à-dire que si vous voulez, on moule. On fait d'abord sa sculpture en plâtre ou en terre, peu importe, et on moule cette sculpture. Et avec ce moule, on coule une cire dedans, chaude, qui prend la place du moule, dans le moule, et on démoule cette cire, et cette cire va servir, si vous voulez, à la fonte du bronze. C'est-à-dire cette cire, on va la mettre dans une potée, ce qu'on appelle une potée, et pour que le bronze soit bien réparti partout, on va y adjoindre des évents, c'est-à-dire sur les petits tuyaux qui vont amener le bronze, qui vont permettre au bronze de couler partout, qui ne se fiche pas en cours de route, quoi, voilà, et qui puisse aller dans les détails, etc. C'est tout simple en fait. Ça semble compliqué comme ça, c'est compliqué, mais oui. Le principe est simple, mais la réalisation est compliquée, parce que là, il nous montre une toute petite sculpture.
Mais quand vous imaginez qu'il y a des sculptures en bronze avec des sculptures équestres, par exemple, avec des chevaux, avec un bonhomme dessus, etc., qui font 4 mètres de haut, vous imaginez la potée, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est décrit simplement. On les voit en vrai. C'est pas des photos, hein, ils sont là, présents dans une vitrine, avec un texte qui explique ça. Et une fois qu'on a compris, enfin, ce principe simple, il y a aussi, si vous voulez, il montre un exemple avec de l'élastomère, parce que l'avantage de l'élastomère, c'est qu'on n'a pas à refaire le moule. Il peut servir un certain nombre de fois pour mouler dedans, justement, ou de la cire, ou ce qu'on veut, pas du bronze, évidemment, parce que l'élastomère, il cramerait. Voilà. Si vous voulez, dans les techniques contemporaines, on utilise maintenant beaucoup l'élastomère parce que ça permet, si vous voulez, d'économiser du temps, du travail, etc., etc. Mais à l'origine, si vous voulez, qui est toujours utilisé, on travaille à des fontes à la cire perdue. Voilà, c'est-à-dire que la copie en cire va fondre dans la potée. Voilà. Ouais, enfin, le petit film nous montre ça très bien. Si vous allez à Nogent-sur-Seine, ce qu'on ne saurait que trop vous recommander, et que vous allez visiter ce musée, vous verrez et vous comprendrez tout. Vous comprendrez et en même temps, si vous voulez, je suis allé une fois dans une fonderie, c'était en Bretagne, du côté de la Baule, pour une fonte d'une merveilleuse petite sculpture qu'avait fait la fille d'une amie. Et j'étais avec une amie sculpteur, Odile de Visme, qui habite à La Baule, et c'est son fondeur qu'elle nous a emmené. Et je vous assure que c'est fascinant de les voir travailler, quoi. Quand même, et c'est un métier très, 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 très ancien. Ça a commencé, je ne sais plus il y a combien de centaines d'années, et d'ailleurs, on connaît 2 artistes, Ange et Damnation, qui sont des sculpteurs, et qui, elles, font fondre leur petit bronze en Afrique. Au Burkinabé, il y a des fondeurs dans le village, des fondeurs africains. Il faut voir comment ils travaillent avec rien. Et ils arrivent à faire des fontes magnifiques. Le même système exactement que ce qu'on a vu au musée Camille Claudel. Mais là, c'est fait dans la terre, au village. Là, il n'y a pas d'installation particulière. Avec de la récup, avec tout ce qui est métal, tout ce qui est en métal, quoi, tout ce qui peut fondre après. Voilà, c'est ça. Alors que nous, en France, si vous voulez, le bronze, il est en lingots qui sont... c'est vraiment fait suivant des normes très précises. Le lingot, il doit avoir tant de fer, tant d'acier, tant de machin. Du coup, il y a des vieux robinets, il y a des tas de trucs comme ça qui fondent pour faire des potes. Non, mais c'est assez... Mais c'est exactement la même chose. Je veux dire, avec des moyens simples, ils arrivent à fondre des petits bronzes qui sont magnifiques, quoi. Voilà. Oui, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Araka qui consacre aujourd'hui sa partie artistique à Camille Claudel et Jean Bardet. Et tout de suite, ma camarade Piquet, qui a la langue bien pendue, comme vous l'avez pu le remarquer, je déconne, va poursuivre sur Camille Claudel, parce qu'il y a encore plein de choses à vous dire. Non, simplement évoquer donc quelques sculptures dont on n'a pas parlé, hein, comme les causeuses, hein, ces petites femmes là. En fait, c'est des sculptures qui sont de petite taille, mais qui sont très expressives, qui sont douces, qui sont modelées avec finesse. Et là, ces causeuses, ces 4 femmes. Effectivement, je crois que c'est en regardant des gens parler dans le train qu'elle a eu l'idée de cette sculpture. Donc, il y a 4 femmes qui sont là en train de se faire des confidences et il y a toute l'expression sur leur visage et elles sont protégées par une espèce de mur, elles sont entourées par un paravent, quoi. Oui. Et elles sont nues. Parce qu'il n'y a pas que seulement on voit qu'elles causent, mais il faut voir la position des corps, tout ça, le mouvement des bras, des mains, etc., des pieds même. C'est ça aussi l'intérêt du travail de Camille Claudel. Ça a été sculpté en porphyre, ça a été sculpté en différents matériaux, voilà. Il y a la vague aussi qui est dans le même... Voilà, la vague, qui fait penser quand même à qui est d'inspiration de la vague de Pusaï. Il ne faut pas l'oublier que le japonisme était quand même aussi d'actualité, quoi. Et donc c'est pareil, c'est des enfants qui s'amusent à sauter dans le creux de la vague, quoi, en attendant que celle-ci déferle. Oui, une vague aussi, pareil, en porphyre, c'est magnifique ce matériau quand même. Hein, je ne sais pas si c'est elle qui les sculptait ou c'est les praticiens.
Je sais pas. Oui, moi je pense que c'est elle pour ces petites choses, parce que si vous voulez, le principe dans ces ateliers, c'est que le maître faisait des petits plâtres ou des modelages et que les praticiens mettaient au point, voilà, en marbre, en porphyre, en tout ce que vous voulez. Ouais, là, je sais pas préciser en fait, parce que il y a un marbre justement, c'est Persée, la Gorgone, là, qui est une de ses dernières, un de ses derniers travaux qui est un marbre, et on pensait que c'était Camille Claudel, et en fait c'est Pompon qui l'a réalisé. Voilà. Et apparemment, on recherche toujours un marbre taillé par Camille, qui n'est pas réapparu encore. Qui, paraît-il, d'après sa petite nièce, est assez extraordinaire. Voilà. Encore une fois, le mot extraordinaire. Vous aurez noté, j'espère. Ouais, il y a une sculpture que toi tu as bien aimée, là, c'est la chienne qui ronge un os. C'est aussi un plâtre patiné. C'est une sculpture qui est petite, hein, elle doit faire 16 cm sur une dizaine. Quoi. Oui, c'est assez rare dans l'œuvre de Camille Claudel ou même de Rodin de sculpter les animaux, enfin, ou de les modeler. On était habitué avec Rosa Bonheur, qui elle, par contre, c'était pléthore, c'est les animaux. Mais chez Camille Claudel, je pense que c'est assez unique. Enfin, mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est très expressionniste comme sculpture. Ouais. Alors dans le travail qu'elle a fait, où elle et Rodin ont travaillé de la même manière, il y a justement Camille Claudel, elle a fait une jeune fille à la gerbe, hein, c'est en 1887, c'est de la terre cuite, donc c'est une jeune femme qui est nue, qui a la main le bras droit replié qui repose sur son épaule, le bras gauche lui est resté pendu, elle est assise, et Rodin, lui 2 ans après, il y a un marbre qui s'appelle Galatée, et c'est vraiment c'est la même femme, quoi. C'est les mêmes expressions, le visage est tourné de la même manière. Enfin, là, on est vraiment devant 2 sculptures similaires. Et il y a également la femme accroupie, où là, c'est Rodin, je crois, qui est le premier à faire une femme accroupie. Et Camille Claudel en a fait une aussi après, quoi. Mais elle avait fait aussi un homme accroupi aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'accroupis dans cette histoire. Ouais. Alors Camille, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait, c'est cette sculpture qui s'appelle Cloto, qui est donc une des muses qui coupe le lien de la vie. Et là c'est vraiment cette très vieille femme qui est en pied, qui est complètement recouverte de fils, de tissus. On l'avait vue à la piscine. À la piscine, en vrai. Et elle est en vrai aussi ? Non, là on l'a pas vue. On l'a pas vue. Ah oui, là c'était quelque chose, parce que ça devient, si vous voulez, une espèce de sculpture baroque, quelque chose ou très contemporain, quoi. C'est vraiment une manière de sculpter qui était complètement révolutionnaire, je suppose, quand elle a été faite, quoi. Parce que d'abord, c'est une très très vieille femme avec des seins qui pendent, tout plat, et puis ces torsades de cheveux qui tombent, etc., qui lui font presque une cage, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Ouais, c'était très très beau ça. Ouais. Et Camille Claudel, donc elle a mis du mouvement, hein, c'est vrai que quand on parle de la vague, mais il y a 2 sculptures, enfin il y a au moins une sculpture qui fait penser à la vague, qui s'appelle La Fortune, et c'est pareil, c'est une femme qui est sur la roue, hein, qui est donc c'est un peu cette roue de la fortune, mais où on retrouve ce mouvement, cette femme un peu penchée, et donc il y a aussi un drapé qui va de la taille jusqu'à ses pieds, qui est bien plus long que ses pieds, elle a un bras qui est en l'air, et voilà, il y a tout ce mouvement-là, quoi. Oui, ce mouvement, il se déséquilibre encore, parce que elle est penchée, on ne voit pas où est le point d'appui. On se dit que, si vous voulez, si elle était vivante, eh ben, dans quelques secondes, elle se ratatinerait. Ouais, il y a alors dans le musée, il y a des sculptures qu'elle a fait à la fin, justement, un peu peut-être pour survivre, qui sont des sculptures de cheminées, de femmes qui pensent face à une cheminée. Bon, ça, il y a moins d'émotion. C'est moins Claudel, c'est plus des bibelots, quoi. Des bibelots pour gagner du fric. Hein. Mais alors, c'est pas honteux, parce que quand c'est elle qui s'y colle, ça fait quand même des beaux objets. Voilà. Et puis il y a cette fameuse sculpture qu'on appelle l'âge mûr ou l'implorante, où il y a 3 personnages, qui est quand même la sculpture de sa rupture avec Rodin. Hein. C'est cette jeune femme qui est à genoux, qui tend les mains vers un homme âgé, et en fait les mains ne se touchent pas, lui a une main qui traîne, mais en fait l'implorante ne va pas toucher sa main, et cet homme d'âge mûr justement est pris par derrière par une vieille femme, donc on pense à forcément Rose Beuret qui veut garder Rodin, quoi. Ouais. Alors au départ, Camille, je crois, avait un peu modifié la sculpture. Au départ, le vieil homme et la jeune femme se touchaient, et en fait après elle les a séparés, quoi. Oui, ça donne la mesure
comment dirais, de la violence des sentiments, en tout cas de la part de Camille, parce que je pense pas que Rodin était au même niveau de violence sentimentale que cette jeune femme assez exceptionnelle, dont tout, pas seulement en sculpture, mais en amour, enfin bref. C'est une vie extraordinaire qu'on a la chance de pouvoir côtoyer. Si on va dans ce musée de Nogent-sur-Seine, on n'en sort pas indemne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je suis toujours un peu secoué depuis, hein, et je pense que ça durera un bon moment encore. Il suffira que j'y retourne une fois ou deux, et puis ça recommencera à me travailler très très fort. Ouais. Alors on voulait dire un mot aussi de Jeanne Bardet, qui était pour nous, pour l'instant, une inconnue complète, Complet, jusqu'à ce qu'on découvre que cette femme a été donc un modèle de Rodin, également sa maîtresse, qu'elle était beaucoup plus jeune que lui, qu'elle a eu une œuvre immense, elle a fait 600 sculptures, elle a aussi dessiné, et c'était une fille d'un marchand de meubles, hein, et avec elles sont deux, il y avait une fratrie de 8 enfants, elles sont deux à avoir survécu, et elle s'est mariée avec Louis Bardet, qui était à l'époque un peintre décorateur, et qui va lui donner des premiers conseils, et qui va lui proposer de suivre des cours de François Guiguet, des cours de peinture, parce qu'elle a quelque chose, donc en fait elle veut se perfectionner, et c'est François Guiguet qui la recommande à Rodin, donc elle va travailler... elle va être praticienne de Rodin, et en fait elle va aussi beaucoup travailler pour Rodin. Elle va aller dans les asiles justement d'aliénés, et elle va choper les visages, donc elle va lui faire ce travail. C'est surtout des portraits d'aliénés, des masques de fous. Elle va aussi avec Rodin s'initier à la fresque. Elle va travailler pour le nouveau musée du Luxembourg, et elle va faire avec son mari une fresque qui s'appelle La Musique pour le théâtre du Conservatoire à Lyon. Donc quand on va à Lyon, on peut aller voir cette fresque. Donc elle est rapidement reconnue comme une sculptrice et une artiste importante, et elle va être comparée à Camille Claudel. Quand son mari meurt, donc Rodin veut lui confier l'organisation du futur musée Rodin. Il veut faire une donation de ses œuvres, et là l'État va s'y opposer. Donc elle va pas recevoir cette donation, et elle ne pourra pas non plus être directrice de ce musée. Hein. Voilà, donc on voulait raconter un petit peu tout ça, en fait, sauf que cette femme, elle ne va pas sombrer dans la folie, elle est très vive, elle va rencontrer plein de monde, elle va beaucoup voyager, elle a une fille avec qui elle voyage également, elle va travailler pour Pierre Louis, elle va faire des dessins de voyage, elle aime la Grèce, l'Égypte. Édouard Herriot sera un de ses admirateurs, elle va illustrer son Sous l'Olivier, donc elle s'engage aussi politiquement, elle va jusqu'en URSS, en Chine, et avec sa fille Henriette, elle fonde une école de dessin. Et pendant l'occupation, à Lyon, il y aura une exposition de ses œuvres. Elle vit à Mornan avec sa fille. Et donc, c'est une femme qui est passée à travers l'histoire de l'art, quoi. C'était incroyable quand on a découvert ça, et on l'a découvert parce qu'en ce moment, à Mornan, il y a une exposition de son travail, quoi. Ouais, bah oui. Non, mais ça semble étrange, puisque on est à une époque où les moyens de communication sont tellement invasifs qu'on pense qu'on ne peut rien louper. Mais non. On peut louper énormément de choses. La preuve avec Bédaride, la preuve avec cette Jeanne Bardet, la preuve avec... attendez, il y en aura d'autres, hein, certainement. Même la preuve avec les graveurs bretons. Hein. Si nos auditeurs de Bretagne nous avaient pas envoyé ce bouquin sur la gravure bretonne, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y avait une telle effervescence en Bretagne pour la... puis même... et puis pas des petits graveurs basiques, hein, des vrais, des grands, des bons, des graveurs bretons, voilà, ou alors Nogent-sur-Seine, des sculpteurs, hein, mais il y a seulement 15 jours, j'aurais jamais imaginé qu'à Nogent-sur-Seine, parce que oui, je suis Nogent-sur-Mer, qu'à Nogent-sur-Seine, il y avait une pépinière au 19e siècle, une pépinière de sculpteurs de cette qualité, voilà, c'est quand même
extraordinaire. On est toujours, vous voyez, on croit, on croit plus rien, nous. On essaye de voir si on peut pas, on connaît d'autres, mais on est vraiment là, en face d'un des mystères de la vie, de la création, de la diffusion de l'œuvre. un petit peu, comment dirais-je, qui nous chahute un peu, quoi. Ouais, mais justement, c'est assez excitant d'avoir des découvertes à chaque fois. Ouais. Ouais. Et alors, pour Jeanne Bardet, en fait, sa fille donc avait hérité du travail de sa mère et elle en a fait don à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Donc là, il y a des œuvres de sa mère, fait des œuvres de son père aussi, puisqu'il était peintre, et que toutes ces œuvres ont été transférées dans les réserves du musée des Arts Déco, voilà, qui n'avait pas pour vocation de les exposer, ce qui fait que cette œuvre était restée quand même invisible, quoi. Donc il a fallu attendre 1991 pour qu'il y ait une exposition à la Maison de Pays de Mornan. Après 2001 à Morestel, voilà. Donc ce qui explique que c'est difficile de croiser ces œuvres-là, quoi. Bien sûr, oui. Ils ne sont probablement pas les seuls, parce que on vous a parlé aussi d'un artiste Odon qui avait son atelier, il est toujours son atelier à Nogent, mais lui il n'est plus là, hélas. Et bien pareil, Odon Nogent, à côté de chez moi, c'est à 500 mètres de chez moi, et je ne savais même pas que cet artiste existait. Voilà, non, c'est quand même... Et maintenant on le sait parce qu'on a eu le privilège de visiter son atelier. À Nogent, je connais les mauvais, mais pour les bons, quoi. Ou le bon, il y en avait un. Maintenant, ça y est, c'est réparé, quoi. Ouais. Bon. J'en ai passé des nuits à douter du soleil. J'en ai passé des jours à douter des étoiles. J'ai rêvé dans un lit Chuter le sommeil. et l'éternel retour des reflets et des voiles. J'en ai passé des nuits à douter du soleil. J'ai rêvé dans un puits la chute et le sommeil. Je te prenais pour rien. Tu te prenais pour tout. Je me prenais pour tout. Tu me prenais pour rien. Je me prenais pour rien. Tu me prenais pour tout. Je te prenais pour tout. Tu te prenais pour rien. Je te prenais pour moi. Tu me prenais pour toi. Je me prenais pour toi. Tu te prenais pour moi. J'en ai fait des exploits, j'en ai fait des manières. J'en ai joué des jeux et j'en ai fait des guerres. J'en ai dicté des lois. J'en ai mangé des pierres. J'en ai volé du feu et découvert des terres. J'en ai fait des exploits. J'en ai fait des manières. J'en ai dicté des lois. J'en ai mangé des pierres. J'en ai vu. J'en ai su, j'en ai cru. Sans jamais rien savoir. Et sans jamais rien croire. De perlu en bévue et de flux en flux. J'en ai cru des miroirs. J'en ai su des histoires. J'en ai cru des miroirs. J'en ai su des histoires. Sans jamais rien savoir. Et sans jamais rien croire. J'en ai passé des nuits à douter du soleil. J'en ai passé des jours à douter des étoiles. C'était Brigitte Fontaine et Areski, l'éternel retour. Oui, et vous êtes toujours sur Radio Libertaire. La partie artistique d'Arakai est out. On vous a assez gonflé la tête. Bon, on va passer donc aux expositions. Donc cette exposition, ces musées, hein, donc ce musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine, c'est à une heure de Paris, c'est 120 km à peu près. Donc si on y va en train, ce qu'on a fait, on prend le train à Gare de l'Est, il y a 1 heure de train, c'est le premier arrêt. C'est direct. Hein. Voilà.
en direction de, je sais plus, en direction, ça va à 3 après, enfin je sais pas si ça Ouais, va ouais. encore plus loin. Voilà, donc en regardant un peu si on a Oui, ça va à Belfort aussi. Ouais. je trouve. Si on a la chance d'avoir Internet, on peut jouer sur les dates et les heures pour avoir des billets à 10-12 euros le voyage. Sinon, on peut y aller en voiture par l'autoroute, mais bon, c'est peut-être pas forcément utile. Et c'est un musée qui est ouvert du mardi au dimanche. Et je crois que l'entrée est de 7 euros sur le plein tarif, quoi. Oui, avec un accueil charmant. Comment s'appelle la jeune femme Julia. Julia, c'est ça. Julia, coucou Julia, on lui fait coucou à Julia parce que vraiment elle a l'air passionnée par son métier, elle a plein d'infos à vous donner si vous causez un peu avec elle, voilà. Et elle a des magnifiques yeux bleus, je crois. Ouais, en fait, alors ce musée a eu énormément de succès à son ouverture. Il a ouvert le 26 mars. Donc, la librairie a été un peu dévalisée et donc ils attendent un renouvellement de plein de bouquins. Ce qui fait qu'il y a les connaissances des arts, il y a quelques bouquins sur Rodin et un peu sur la sculpture, mais effectivement, sur Camille Claudel, il y a très peu de choses. Il n'y a pas du tout toutes les œuvres qui ont pu être écrites sur elle. Donc, voilà, ça va arriver, quoi. On aura une petite demande, enfin c'est perso, hein, Julia, c'est d'avoir des posters de Camille Claudel, hein, parce que moi je cherche un poster de Camille Claudel. Vous savez, cette photo là où elle a une tête extraordinaire, là, avec des yeux, mais alors. Bref, voilà, ça, si vous aviez des posters, je suis sûr que vous feriez un bœuf. Vous allez en vendre des centaines et des centaines. Ouais. Ouais. Ouais, donc je pense que ça va s'amuser. Alors on lui demandait les meilleures heures pour faire les visites. Nous on est allés à l'ouverture, c'était tranquille, hein, à 11h, le musée ouvre à 11h, donc c'est un moment qui reste assez tranquille en pleine semaine. Bon, bien sûr, faut éviter le premier dimanche du mois quand c'est gratuit, faut éviter même le samedi et le dimanche aux alentours de 15h qui sont des heures de plus forte affluence, quoi. Oui, oui. Oh, oui, ça doit y aller, hein, parce que bon, nous on a eu du pot, mais tout le monde n'aura pas notre pot, parce que ceux qui peuvent y aller que le week-end, ça sera peut-être moins drôle. Voilà. Ouais. Dans les expositions, donc il y a ce Jeanne Bardet, donc cette femme extraordinaire, la Jeanne Bardet, une femme au dessin exceptionnel. Donc c'est à la maison de Pays de Mornan, c'est place Jacques Truffémus, donc c'est 69, donc ça doit être dans les environs de Lyon. C'est une exposition jusqu'au 25 juin, donc il faut peut-être se dépêcher pour les Lyonnais. Hein. Ouais, pour les Lyonnais, oui. Bon, pour les Parisiens aussi. Hein. En TGV, on y est en 2-3 heures, 2 heures, je sais pas combien. Voilà. Il y a toujours le musée de l'immigration. Oui, il y a toujours l'exposition de Chao Italia au musée de l'immigration. Il y a toujours Picasso qui est dans 3 lieux à Rouen, au musée des Beaux-Arts et au musée de la céramique et un autre musée encore. Il y a Mécanique Céleste. Alors ça, c'est pour à partir du 1er juillet. C'est notre petite Agnès Dubart, graveuse, hein, qui expose. Il y a 2 expositions concomitantes. Il y a Le Chant des Astres, ça c'est des gravures du 16e. Donc, et puis il y a Agnès Dubart, Mécanique Céleste. Donc c'est au musée de Gravelines qui est dans les environs de Dunkerque. Ça c'est du 1er juillet au 5 novembre. On ira probablement, d'ailleurs. Ouais. Pour aller à Dunkerque, pour aller se taper des moules et des frites. Est-ce qu'on a d'autres expos là? C'est ce qu'on a. On a noté que ça là pour aujourd'hui. Il n'y a pas un truc là à la Mini-Manta, là, je sais pas quoi. Tu m'as dit que c'était terminé là. Les stands populaires, c'est vrai, c'était terminé. fini. Ouais, c'est vrai, c'est terminé. Bon bah écoutez, hein, Et le culturel de la semaine, on va faire peut-être une redite, mais tant pis, La Recluse de Fred Vargas. Ouais, c'est Quand sur la Recluse, le dernier polar de Fred Vargas. Donc ça n'existe pas encore en poche, hein, il vient de sortir chez Gallimard, c'est une 20aine d'euros, mais l'occasion pour les amateurs de son commissaire Adamsberg, de retrouver ce commissaire, de retrouver l'ambiance du commissariat, tout ce qui fait qu'on aime retrouver Fred Vargas là-dedans, pour une histoire de recluse. La recluse, c'est une araignée, c'est aussi des femmes qui s'enfermaient au Moyen-Âge. Et voilà, donc Fred Vargas va mêler tout ça savamment, petit à petit. Moi, c'est un bouquin que j'ai dévoré, bien sûr, sauf qu'il m'a fallu presque la moitié du livre pour me dire que c'était un super bon bouquin. Au début, j'étais un peu hésitante entre 2 lignes, là, à me dire j'aime pas, et puis d'un coup, ça bascule, et à la fin, je pleure. Ouais, voilà. Et alors, un fait remarquable aussi, parce que moi, je le commence, hein, je le lirai pas aussi vite
que Piquet-Coup, je suis un peu plus lambinet, eh bien, Fred Vargas introduit dans la littérature des remarques assez acerbes sur l'alimentation bourrée de pesticides, etc., etc. Et je trouve que c'est pas mal. C'est vrai. Non, Parce que, c'est bien. Oui, parce que quand même, tirer à 450 000 et puis retirer à 40 000, ça va faire presque 500 000 personnes, sans compter celles qui liront en bibliothèque, etc. Celles qui prêtent leurs bouquins. Oui, qui prêtent leurs bouquins, ça va être 1 million de personnes qui vont découvrir que leur bouffe, c'est du poison. Voilà. Notamment la sauce tomate. Là. Notamment la sauce tomate, oui, voilà. Non, mais là, je trouve que Fred, elle a fait un bon coup, là. Voilà. En plus de faire un livre passionnant, un polar, en même temps, elle prévient les dégâts de l'alimentation industrielle. Voilà. Merci Fredo. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants, oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les champs de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront.